depuis le Palais des Beaux-Arts de Lille à l'occasion des 21e Semaines européennes de la philosophie qui portent cette année sur le thème de la croyance. Que croyez-vous? Ou en qui croyez-vous? Et surtout, êtes-vous en mesure d'expliquer pourquoi vous croyez? Allez en route sur les chemins de la philosophie, direction le doute, enfin je crois. Bonjour Claudine Tiercena. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur au Collège de France où vous occupez la chaire de métaphysique et de philosophie de la connaissance. Et nous avons choisi de commencer cet entretien avec une musique inquiétante à suspense parce que, voilà, 3 jours, c'est le 3e jour où nous enregistrons une émission sur la croyance, ici à Lille, dans le cadre du festival Cité Philo. Et figurez-vous que nous n'avons encore jamais entendu une définition correcte de la croyance. Tous nos espoirs reposent sur vous. Comment définissez-vous la croyance? C'est un vaste programme, donc je me sens d'emblée mal à l'aise. Alors, on va essayer de faire un petit effort d'analyse conceptuelle. Très classiquement, on distingue deux éléments dans le concept de croyance. Je dirais pour commencer que les philosophes sont toujours quand même sentis très embarrassés quand ils avaient à définir ça. Il y avait un très joli texte de Victor Brochard, qu'on ne lit pas assez, de la croyance, dans lequel Brochard disait, au fond, le philosophe devrait vraiment s'intéresser à la détermination de ce que c'est que le concept de croyance, mais en général, personne ne veut le faire. Alors, c'est le psychologue qui est charge de faire la chose, il dit, oh là, c'est trop compliqué, je vais aller voir le logicien. Et puis le logicien dit, oh là là, mais c'est encore trop compliqué, je vais aller voir le métaphysicien, et donc chacun se renvoie la balle, dit Victor Brochard. Alors c'est vrai que cela en dit long, en un sens, si vous voulez, sur le fait que c'est un concept à multiples entrées, et il est difficile de déterminer quels sont les aspects déterminants lorsqu'on essaie de comprendre ce que veut dire croire. Est-ce que ce sont les aspects psychologiques? Est-ce que ce sont les aspects logiques? Est-ce que ce sont les aspects métaphysiques ou encore épistémologiques? Le grand mot est lâché, épistémologique, c'est-à-dire qui ont des traits à la connaissance. Alors, donc Stuart Mill disait aussi, voilà, on s'engouffre vraiment dans une métaphysique absolument impossible, et donc c'est compliqué. Bien. C'est compliqué, alors on peut essayer de démêler un petit peu les choses en distinguant, comme je le disais au départ, deux aspects. Grosso modo, vous direz qu'une croyance, c'est d'abord sur le plan psychologique, un état mental, un état psychologique, au fond, qui consiste, grosso modo, à donner votre assentiment à une certaine représentation, mais une représentation dont la garantie objective n'est pas assurée, et dont sur le plan aussi de la certitude subjective, vous ne pouvez pas être totalement sûr de vous. Vous voyez? Bon. Donc c'est d'abord un certain état mental, psychologique. Alors on peut ensuite déterminer quelle est la nature exacte de cet état mental. Vous voyez ce que c'est, comme le pensait par exemple quelqu'un comme Hume. Oh, tout simplement une idée un petit peu plus vive, plus forte que les autres, voyez, mais donc qui serait quelque chose de foncièrement passif, et dont l'essentiel consisterait dès lors à analyser quelles sont les causes de la croyance plutôt qu'à chercher les raisons de ce que vous croyez. Quelle différence entre les causes? Eh bien, une cause, c'est précisément à partir du moment où vous considérez que la croyance relève essentiellement d'un état passif de votre sensibilité. Eh bien, ce que vous devez faire, c'est essayer de comprendre l'étiologie, de remonter aux sources, aux causes de ce qui vous a amené, au fond, à croire telle ou telle chose d'une manière. Et vous voyez que si ce n'est pas quelque chose qui relève de la volonté, ou votre intellect, vous n'avez pas à en chercher les raisons. Les causes épuisent tout simplement l'explication du phénomène. Vous voyez, quelqu'un qui commence à s'intéresser aux raisons de croire, et déjà quelqu'un qui considère que d'une certaine façon, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent à celui qui croit et qui nous conduisent donc au deuxième aspect de ce que c'est que la croyance, à savoir ce sur quoi elle porte,
ce sur quoi porte donc votre état mental, si vous voulez, est donc sur le contenu objectif de votre croyance. Vous voyez? Bon. Et donc, classiquement, on dit que quelqu'un croit quelque chose quand il se trouve dans un certain état mental, mais qu'en même temps, il a une forme de prétention à énoncer quelque chose sur la réalité, et donc à donner une forme d'objectivité, avec tel ou tel degré, si vous voulez, à ce qu'il dit ou ce qu'il énonce, ce à quoi il a senti. C'est ce qui fait aussi la différence, justement, entre une croyance et un simple désir ou un souhait. On dit qu'il y a une forme de direction d'ajustement de la croyance, de cet état mental, vers le monde. Vous voyez, c'est-à-dire, quand je crois qu'il pleut, vous voyez, ça s'exprime d'ailleurs sur la forme d'une proposition, je crois, puis après une proposition qu'il pleut, et bien d'une certaine manière, vous considérez que ce que vous affirmez est vrai. Si vous dites « il pleut », et que vous dites « je ne crois pas qu'il pleut » dans le même temps, il y a quelque chose comme une forme, vous voyez, d'implicature conversationnelle, disaient certains, qui est un peu bizarre. Vous ne pouvez pas croire quelque chose, ou affirmer quelque chose, plus exactement, et en même temps ne pas croire ce que vous affirmez. Donc il y a un lien intrinsèque extrêmement fort, de ce point de vue, entre donc l'état mental et l'assertion ou l'assentiment que vous donnez. Vous voyez ? Et ça n'implique pas, évidemment, que ce que vous affirmez, ce que vous assertez, soit d'emblée garanti ou vrai, une fois encore. Et c'est ce qui fait la différence, d'ailleurs, entre une croyance et une connaissance. C'est ça. Et quelle différence, par exemple, entre je crois qu'il pleut, je pense qu'il pleut et je sais qu'il pleut? Alors, entre je crois qu'il pleut et je sais qu'il pleut, si vous dites je crois qu'il pleut, il n'est pas nécessaire que votre croyance porte sur un contenu qui est vrai. Si vous dites je sais qu'il pleut, ce que vous connaissez implique nécessairement la vérité du contenu. Vous voyez? Donc il y a une première distinction très simple. Par exemple, vous voyez? Bon, alors là ensuite, vous avez à entrer dans tous les détails de ce qui caractérise la vérité, ce qui fait la vérité d'un contenu, c'est encore une vaste question. Mais vous voyez, il y a une première distinction très, très simple à faire et qui vous permet de comprendre aussi pourquoi, en général, on considère que, alors que la connaissance, au fond, du moins peut-on penser, est quelque chose qui est le degré maximal de l'objectivité, vous voyez, la croyance admet éventuellement des degrés, ou que vous pouvez avoir des croyances plus ou moins vraies, plus ou moins probables, vous voyez, tandis que la connaissance, en toute rigueur, suppose que, non seulement vous avez une croyance, mais deuxièmement, cette croyance, elle est vraie, et troisièmement, ce sont les trois conditions de la connaissance que donnait Platon dans le Théétète, que vous avez des raisons de croire ce que vous croyez. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'opinion droite justifiée et pourvue de raison, c'est-à-dire une croyance, c'est l'opinion vraie et justifiée. Et évidemment, toute l'histoire de la philosophie, jusqu'à encore aujourd'hui, bataille pour déterminer, qu'est-ce qui constitue la vérité d'une croyance ? Qu'est-ce qui constitue les meilleures justifications que je peux apporter à mes croyances pour pouvoir en faire des connaissances, vous voyez ? Donc, et là, tous les philosophes se disputent, ont telle ou telle théorie de la croyance, telle ou telle théorie de la vérité, telle ou telle théorie de la connaissance. Voilà. Toute la question étant de savoir si croyance et connaissance s'opposent ou si elles sont complémentaires. En clair, on peut schématiquement dire que la croyance est du côté d'une subjectivité, vous parlez d'état mental psychologique, et donc qui peut se passer de raison et pour laquelle la vérité est secondaire, quand la connaissance serait objective, elle viendrait s'asseoir sur des faits démontrables, observables. On aurait d'un côté une espèce de mystique de la croyance et de l'autre un dogmatisme de la connaissance, alors qu'en fait, vous citiez Platon, pour lequel la connaissance est une croyance vraie accompagnée de raison. En fait, on peut considérer la croyance comme étant une étape nécessaire du savoir. Oui, alors, il y a plusieurs choses à distinguer, si vous permettez. Bon, c'est vrai qu'on peut considérer que la croyance s'oppose à la connaissance pour les raisons que j'ai données, puisque, d'une certaine façon, si vous admettez l'idée qui dit connaissance suppose un savoir absolument certain,
dans le cadre d'une conception finalement assez dogmatique de la connaissance, vous voyez bien de quelle manière la croyance, elle, ne peut pas être de ce côté-là, puisque vous considérez que la croyance admet des degrés, qu'elle peut être probable, etc. Et il y a donc eu, historiquement, et il y a toujours, pour certains, une opposition farouche. Si vous avez une certaine conception de la connaissance, comme celle que je viens de donner, n'est-ce pas, au fond assez absolutiste et dogmatique, et une conception de la croyance, comme celle que nous allons voir aussi, comme un état mental essentiellement subjectif, qui admet des degrés, évidemment, vous avez tendance à opposer la connaissance et la croyance qui relève davantage, vous voyez, de l'opinion, et donc très rapidement, éventuellement, des préjugés, des illusions, des superstitions, la capacité, au fond, de laisser abuser, de la crédulité, etc. Vous voyez, donc là, en effet, il y a un gouffre entier. Mais vous avez remarqué, vous donnez la définition platonicienne du tête, c'est qu'en même temps, une connaissance, elle commence par une croyance. Donc, sauf celui qui s'imagine, comme se fout de Descartes, qu'on peut procéder à une forme de mise en doute radicale de toutes les croyances, on va y revenir peut-être, ben, vous ne pouvez pas faire autrement que de partir d'un certain nombre de croyances. Et donc tout l'enjeu, évidemment, c'est ensuite, sur la base de ces croyances, d'apporter suffisamment d'éléments pour que, bon an, mal an, vous arriviez quand même à quelque chose comme une connaissance. Donc vous voyez, ça dépend vraiment de tas d'éléments dans la manière dont vous concevez ce qu'est une croyance. Nous avons commencé en disant que la croyance est essentiellement, dans une perspective jungienne, un état passif lié à la sensibilité. Mais vous pouvez aussi considérer que la croyance, c'est plutôt quelque chose qui est, qui n'est pas un état mental interne, qui n'est pas justement une forme d'état de la sensibilité, mais un état qui est proche précisément de votre volonté, quelque chose sur quoi vous exercez en permanence un contrôle, et ce par quoi justement vous vous dégagez de ce que Descartes appelait la persuasion, hein, et grâce à l'effort de la volonté, vous pouvez parvenir à croire, et donc, en mettant radicalement en doute toutes vos anciennes croyances, arriver à des croyances en bonne et due forme, n'est-ce pas, qui deviennent des connaissances. Donc, il y a toute une espèce de, si vous voulez, de conception volontariste de la croyance, qui a tendance d'ailleurs aussi à laisser de côté l'idée que la croyance serait plutôt quelque chose qui relèverait au fond du corps, de l'organisme, de la sensibilité, et relèverait plutôt de l'intellect, qui éventuellement est un petit peu en porte-à-faux par rapport aux premières conceptions que nous avons vues. Voilà. Donc ça dépend beaucoup de toute une manière de concevoir les choses. Et la difficulté, évidemment, je disais, d'un cartésien, elle est double. Elle est double au sens suivant, premièrement, parce que toute la question qu'on se pose, comme je le disais, c'est celle de savoir si vraiment, lorsqu'on se met en quête de connaître, on peut faire l'économie véritablement, même si c'est sur le plan purement heuristique, puisqu'on sait bien que Descartes, c'est toute méthodique, et puis que c'est la mise entre parenthèses hyperbolique, mais que c'est une expérience, n'est-ce pas, qui est provisoire, etc. Bon, mais il y a peut-être des conditions de possibilité du doute, telle que, en réalité, même cette opération-là que revendique Descartes n'est pas possible. Et puis la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que si vous insistez sur cet aspect dont vous voyez foncièrement volontariste de la croyance, qui a partie liée donc avec l'exercice de votre volonté sur votre croyance, sur votre libre arbitre, peut-être que vous occultez un élément important de la croyance, qui est que vous présupposez d'une certaine façon que les croyances, c'est quelque chose qui relève d'états mentaux internes. Vous voyez, vous présupposez que vous avez une forme d'intériorité sur laquelle vous avez peut-être une forme de contrôle, là où la croyance, c'est peut-être plutôt quelque chose qui est une disposition à agir. Je crois qu'il y a un élément très très important lorsque vous essayez de comprendre les mécanismes de ce que c'est qu'une croyance, c'est de voir les liens entre la croyance et l'action. Une croyance, c'est le fait, lorsque vous vous levez le matin, que vous mettez un pied par terre,
C'est parce que vous croyez, sans avoir nécessairement évidemment à en avoir conscience, hein, sans que vous ayez besoin d'opérer réflexivement sur votre état mental, c'est parce que, d'une certaine façon, vous ne mettez pas en question une seule seconde le fait que la Terre est sous vos pieds. Si vous doutiez de ça, n'est-ce pas, vous ne commenceriez même pas à vous lever. Donc il y a un lien presque intrinsèque entre la croyance et le fait qu'elle vous conduit à vous comporter ou à vous conduire ou à agir d'une certaine manière. Ce lien intrinsèque entre la croyance et l'action est un élément extrêmement important qu'il faut aussi comprendre, je crois, pour mesurer à quel point il est difficile de se débarrasser de nos croyances. Et pourquoi on a tant de mal, même si on réalise que nos croyances sont fausses, même si on se rend compte que nos croyances sont éventuellement des préjugés, à cesser de croire ce qu'on croit. Parce qu'on a besoin de croyances pour agir. Et c'est très très difficile de les remettre en cause, parce qu'elles sont intimement liées à la manière dont nous conduisons. Ce qui conduirait justement à une forme d'éthique de la croyance. On va y venir, Claudine Tiercelin, mais avant cela, j'aimerais, à travers la personne de Charles Peirce, proposer une objection peut-être aller dans votre sens pour interroger, au fond, poser la question qui semble cruciale en vous écoutant, c'est de savoir, peut-on choisir de croire? Est-ce que la croyance peut être le résultat de la volonté? Peut-on avoir des bonnes raisons de croire, ou bien celle-ci s'impose-t-elle à nous dans un état de passivité, ce que vous sembliez dire? On va entendre un texte de Charles Peirce qui le dit à merveille. Peut-être présentez-nous Charles Peirce pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, Charles Peirce, c'était un philosophe américain de la fin du XIXe siècle, mort en 1914. C'est lui qui a fondé à Harvard le club métaphysique, où se réunissaient des juristes, des linguistes, des mathématiciens, pas seulement des philosophes, et aussi William James, et qui a fondé ce qu'on appelle le pragmatisme. Mais le pragmatisme, dans son esprit, il était chimiste de formation. Hein, il n'a pas eu du tout de carrière académique, parce que, bon, il n'était pas dans... C'était le fils du mathématicien Benjamin Peirce, mais il avait un caractère de cochon. Il a eu le malheur en plus d'épouser une féministe et de divorcer avec cette féministe, qui était de la bonne société bostonienne, donc ça n'a pas beaucoup servi. Donc il n'a pas eu de carrière académique. Il a quand même écrit 80 000 pages de textes, qui sont pour une part encore en manuscrit. Un certain nombre ont été publiés en anglais. Il y a aussi en français maintenant un certain nombre de ces textes qui sont traduits. Et ces textes portent sur les mathématiques, sur la sémiotique, c'est le fondateur de la sémiotique, de la philosophie des signes, sur la psychologie aussi. Comme William James, il a beaucoup travaillé sur la psychologie. C'est quelqu'un qui a travaillé à l'Institut géodésique des États-Unis, donc c'était un savant, mais qui connaissait de très très près tout ce qui se faisait en Europe, qui connaissait très bien aussi la philosophie médiévale. Le fonds de la librairie Johns Hopkins aux États-Unis est toujours, pour les livres médiévaux, constitué pour une bonne part des incunables qu'il avait ramenés de Paul de Venise et d'autres de ses séjours en Europe. Donc c'est un esprit totalement, une sorte de Leibniz américain. À mon sens, c'est le plus grand philosophe américain, qui commence à être un peu mieux reconnu maintenant pour ce qu'il était, mais si vous voulez, qui a écrit absolument sur tout, y compris sur les vins de Bordeaux d'ailleurs. Donc c'est, et en deuxième noce, il a des primes françaises, la fille gitane, enfin, donc c'est un personnage, voilà. Donc allez le lire, c'est une figure tout à fait remarquable. C'était un métaphysicien aussi, évidemment, et qui considérait très classiquement que la métaphysique, il faut d'abord commencer à la toiletter, en s'aidant beaucoup de la logique. Et puis, une fois qu'on avait un petit peu nettoyé les décombres de la maison, on pouvait à ce moment-là construire une métaphysique digne de ce nom. Donc, trouver une nouvelle table des catégories, montrer comment la métaphysique pouvait, sans être l'esclave des sciences, avoir un tour scientifique. Bon, et donc, évidemment, c'est quelqu'un qui inspire énormément toujours mes travaux. Voici donc les 80 000 pages de texte. Voici un texte de Charles Peirce qui présente ce qu'il appelle la méthode de l'autruche. Écoutez le texte. Écoutez le texte lu par Vincent Schmitt. Souvent, on entend dire « Oh, je ne puis croire telle ou telle chose, car je serais damné si je la croyais. » L'autruche, lorsqu'elle enfonce la tête dans le sable à l'approche du danger, tient vraisemblablement la conduite qui la rend la plus heureuse. Elle ne voit plus le danger et se dit tranquillement qu'il n'y en a pas. Et si elle est parfaitement sûre qu'il n'y a pas de danger, pourquoi lèverait-elle la tête pour voir?
Un homme peut parcourir la vie en détournant systématiquement ses regards de tout ce qui pourrait amener un changement dans ses opinions. Et pourvu seulement qu'il réussisse, je ne vois pas ce qu'on peut dire contre sa façon d'agir. Ce serait une présomption impertinente d'objecter que son procédé est irrationnel, car cela revient simplement à dire que sa méthode pour fixer la croyance n'est pas la nôtre. Il ne se propose pas d'être rationnel. Et de fait, il parlera souvent avec dédain de la faiblesse et des erreurs de la raison humaine. Laissez-le donc penser comme il lui convient. Et cette méthode pour fixer la croyance, qu'on peut appeler méthode de ténacité, ne pourra s'appliquer constamment dans la pratique. Elle la contraignent les instincts sociaux. L'homme qui l'aura adopté s'apercevra que d'autres hommes pensent autrement que lui. Et dans un moment de bon sens, il lui viendra à l'esprit que les opinions d'autrui sont aussi valables que les siennes. Et cela ébranlera sa confiance en ce qu'il croit. France Culture, les chemins de la philosophie, nous sommes à Lille, au Palais des Beaux-Arts de Lille, pour enregistrer cette émission, cette série d'émissions sur la croyance, à l'occasion des 21e Semaines européennes de la philosophie. Aujourd'hui, mon invité, la philosophe Claudine Tiercelin, avec qui nous parlons des raisons de croire. Vous avez défini la croyance d'abord comme un état mental qui donnerait son assentiment à une certaine représentation sans garantie objective, je crois que c'était votre définition, mais aussi montrer qu'on pouvait voir la croyance comme étant, au contraire, un énoncé qui disait quelque chose sur la réalité. Dans le texte de Charles Peirce que nous venons d'entendre, avec cette méthode de l'autruche, on voit que Charles Peirce s'interroge sur les conditions de fixation de la croyance, c'est son expression. Avant que vous nous expliquiez ce qu'il en est, Claudine Tiercelin, un point quand même à l'écoute de ce texte, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la référence au bonheur, c'est-à-dire que vous parliez des conditions pratiques, de l'application pratique des croyances. Peirce dit que celui qui adopte l'attitude de l'autruche tient vraisemblablement la conduite qui le rend le plus heureux. C'est donc que ce n'est pas du tout secondaire dans la réflexion sur la croyance. Ah ben, naturellement, c'est absolument fondamental d'être heureux. Donc, si vous avez des croyances qui vous empêchent d'être dans un sentiment de malaise, qu'est-ce qui justifierait en effet que vous en changiez ? Très peu d'individus sont capables d'accepter de se trouver dans une situation de malaise. Or, le doute provoque un sentiment de malaise. La question qu'il faut se poser, c'est même pas si on doit, parce qu'on aurait une espèce de sens éthique élevé, renoncer à ce bonheur. C'est la question de savoir très bêtement si, quand on fixe nos croyances simplement en s'appuyant sur la ténacité de nos croyances. Vous aurez remarqué, Peirce dit, oui, il est heureux, mais en même temps, à un moment donné, ça ne dure pas. Donc la question n'est pas de savoir si vous devez vous sortir de cet état. C'est qu'à un moment donné, il est quasiment inévitable que vous serez obligé d'en sortir. C'est ça qui est intéressant, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a toute une forme, il y a toute une série de méthodes de fixation de la croyance qui ne sont pas rationnelles, n'est-ce pas ? Il y a la méthode de ténacité dont on vient de parler, il y en a une autre qui marche du tonnerre, mais seulement jusqu'à un certain moment. C'est la deuxième méthode qui épingle Peirce, la méthode d'autorité. C'est quand évidemment un État ou une secte vous impose de croire certaines choses. Donc vous n'avez pas le choix, mais à un moment donné, historiquement, on s'aperçoit que ça ne colle pas. Et que d'ailleurs, même les régimes autoritaires finissent toujours par essayer de faire en sorte que vous adhériez minimalement quand même à ce qu'ils disent. Donc c'est réconfortant, en ce sens. Il y a une troisième. Donc vous voyez, première méthode de ténacité, une croyance, c'est jamais quelque chose que vous pouvez avoir vous tout seul. C'est toujours quelque chose que vous partagez avec d'autres. Donc à moins de vivre comme un ermite, vous ne pouvez pas ne pas rencontrer les croyances des autres. Et vous ne pouvez pas, à un moment donné, ne pas vous rendre compte que certaines croyances, éventuellement, entrent en conflit ou en contradiction avec celles des autres. Vous voyez ? Alors même si c'est, pour certains, on met la politique de l'autruche parce que c'est plus confortable, on met la tête dans le sable, en réalité, ça ne dure jamais bien longtemps.
Et donc, il y a une forme, vous voyez, de balai permanent qui s'opère dans vos chaînes mentaux entre l'état de croyance premier qui est le vôtre, puis la mise en doute de vos croyances, puis vous essayez évidemment de sortir de cet état de malaise, parce que c'est un état inconfortable, pour trouver la bonne méthode qui vous parvienne à fixer comme il faut les croyances. Donc la deuxième méthode d'autorité, c'est pareil, vous n'arrivez jamais en réalité à en rester là. Alors il y a une troisième méthode, qui est la méthode qui consiste à dire, celle que Pascal appelait la méthode de l'agrément, je crois ce qui m'est agréable. Donc la méthode a priori ou la méthode subjective. Je crois parce que ça me plaît de croire ainsi. Ça marche pas mal aussi, évidemment. Le problème, c'est que ici encore, le plus souvent, ça ne dure pas longtemps parce que vous êtes obligé de vous confronter à deux choses. Vous êtes obligé de vous confronter à ce que croient les autres, et donc il y a toujours un conflit, et donc un nouveau malaise. Puis il y a une deuxième chose qui est peut-être plus importante encore, dans la manière dont justement on peut se dépêtrer de cette histoire, vous voyez, et sortir d'un état de croyance qui est une forme de duperie, n'est-ce pas? C'est que c'est toujours le choc de la réalité qui finalement vous conduit à briser le cercle de vos croyances. Il y a un moment où, bon an, mal an, si vous rencontrez une expérience rebelle, vous allez changer votre croyance. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc vous voyez, il y a bien une forme de causalité extrêmement importante dans le processus même de croyance. Quand vous avez un choc frontal, quand vous recevez quelque chose, un coup sur la tête, vous ne pouvez pas ne pas vous dire, c'est pas ça, donc ce que je croyais, c'était pas bon. Je crois que le monde extérieur n'existe pas, pof, il me cogne un réverbère, c'est ça. Et donc, la bonne méthode pour réussir à fixer votre croyance, c'est évidemment la méthode qui vous permet d'arriver à quelque chose qui est durable. Vous voyez, très important pour retrouver le bonheur initial, le paradis perdu, d'arriver à une croyance qui tienne la route. Et la meilleure manière de tomber sur une croyance qui tienne la route, c'est de tomber sur une croyance, évidemment, qui puisse être en accord, je ne dis pas correspondra, et qui puisse être en accord avec le réel, vous voyez, tel que vous le rencontrez. Or, quels sont les moyens dont nous disposons, jusqu'à présent, on peut informer les meilleurs, pour parvenir à tomber sur des croyances qui nous disent les choses telles qu'elles sont? Grosso modo, en général, on n'a pas trouvé mieux que les sciences. Par science, je n'entends pas uniquement, ne prenez pas ça du tout en un sens scientiste, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que nous savons depuis l'époque des Lumières au moins que la meilleure manière de nous libérer de croyances qui sont des préjugés, des superstitions, c'est de nous lancer dans une certaine méthodologie qui nous apprend au fond à maîtriser la nature, le réel, à avoir des instruments de preuve, vous voyez, à faire en sorte aussi, grâce à la logique notamment, que nos croyances soient cohérentes entre elles, qu'il n'y ait pas trop de contradictions dans ce que nous pensons. Donc nous avons des tas d'éléments en réalité à notre disposition, si on y pense, qui nous permettent assez aisément de retrouver l'état de confort que nous croyons avoir perdu. C'est un chemin à suivre qui donne envie, à partir d'une joie initiale, être mise en péril par un doute, trouver de l'inconfort et finalement choisir sa croyance qui nous permettra d'atteindre un bonheur ou un état qui soit durable. C'est parfait, simplement, peut-on envisager que certaines autruches préfèrent garder la tête dans le sable enfoncé, qu'elles choisissent l'illusion qui réconforte et non pas la vérité qui dérange, qui choisissent la croyance bienheureuse sans jamais être réceptive à aucun choc de la réalité dont vous parliez? Et peut-on imaginer même que certaines autruches aient envie de lever la tête mais jamais n'y parviennent? Il ne suffit pas de vouloir croire en autre chose pour y parvenir. Nous sommes composés non seulement d'états mentaux mais aussi de structures mentales, d'états psychiques qui sont autant d'obstacles et qui nous empêchent parfois de suivre la voie que nous voulons suivre et donc de choisir la croyance adéquate. Oui, c'est une question très importante que vous posez là. Je voudrais revenir justement sur un des éléments de votre question. Vous disiez ce qu'on veut croire. Lorsque j'ai évoqué la bonne méthode de fixation de la croyance, vous voyez que je n'ai pas tellement insisté sur l'aspect volontariste qui permettait de parvenir à une bonne croyance. Mais il n'empêche que si on veut parvenir vraiment à une croyance durable, il faut qu'on ait une certaine maîtrise, un certain contrôle sur ce que l'on croit, vous voyez. Et c'est un petit peu différent
de ce qu'on appellerait la volonté de croire, qui était le terme qu'utilisait William James, notamment dans sa réponse à William Clifford, dans un fameux débat qu'ils ont eu dans les années 1872-76 sur justement l'éthique de la croyance. Quelle était l'idée? Je pense que ça va me permettre de répondre à votre question. Si ce qui vous importe, en effet, c'est de parvenir à une croyance durable et donc à quelque chose qui vous satisfasse sur le plan de la connaissance. Ce que vous allez mettre vraiment en priorité, c'est la façon dont vous allez pouvoir éviter les erreurs. Vous voyez, vous allez mettre l'accent sur la façon dont vous évitez les erreurs. Et lorsque Clifford discute avec James sur ce point, il dit on a tort, toujours, en toutes circonstances, qui que l'on soit, à croire si l'on ne dispose pas de preuves suffisantes. Vous voyez, donc, ce qu'il faut absolument, c'est toujours s'assurer que l'on dispose des preuves suffisantes pour asseoir sa croyance. Et James dit, oui, mais, et ça rejoint la question sur l'autruche, peut-être que dans certains cas, les croyances que l'on a, ce sont des croyances que l'on a, non pas tant parce qu'on est hanté par le désir de connaître, mais parce qu'on est hanté par le souci pratique, si vous voulez, de parvenir à une vérité, parvenir à la vérité. Et dans ce cas, dit William James, eh bien, au fond, peu importe que l'on cherche à éviter, il ne faut pas chercher à éviter l'erreur à tout prix. Ce qui doit nous servir de compas, c'est nous voulons connaître la vérité. Mais vouloir connaître la vérité, dans l'esprit de James, ça signifie éventuellement qu'on peut parvenir à la vérité pour des raisons qui ne sont pas simplement des raisons épistémiques, donc des raisons, vous voyez, théoriques, intellectuelles, qui supposent en effet qu'on s'appuie sur une méthodologie stricte, qu'on exige des preuves. Peut-être qu'on peut se contenter de raisons pratiques. Et comme vous le savez, c'est notamment le cas de la croyance religieuse, pas dans tous les cas, pas dans toutes les représentations de ce que c'est qu'une croyance religieuse, mais pour certains qui considèrent que la croyance religieuse est un moyen d'accès à la vérité, ils peuvent considérer que non seulement ils n'ont pas besoin de preuves, ou qu'ils n'ont pas besoin d'évidence, mais qu'en un sens, la croyance religieuse est d'une autre nature, vous donne un autre type de certitude, qui fait qu'à la limite, vous pouvez aller contre l'évidence. Le fameux credo, quia absurdum, n'est-ce pas? Bon, je crois parce que c'est absurde, et en un sens, même plus vous invoquez de preuves, plus cela risque de gêner votre croyance. Mais vous voyez que là, on est dans un autre registre, c'est-à-dire, mais qu'on peut parfaitement admettre, qui consiste à dire, si ce qui me préoccupe, c'est essentiellement, en effet, de croire en quelque chose, ou en quelqu'un, ce qui va m'habiter, c'est davantage le fait que je puisse, en effet, eh bien, faire moins attention que je ne le devrais, si je veux connaître, mais me lancer, au fond, pour des raisons pratiques, dans une forme de foi, de confiance, et donc accepter, au fond, une certaine forme de crédibilité, d'une certaine manière. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas du tout de juger de ce qui est bon ou de ce qui n'est pas bon, mais vous voyez qu'on est dans une autre forme de standard, et qui explique pourquoi le dialogue entre Clifford et grosso modo ce qu'on pourrait appeler les partisans rationalistes de la croyance et William James, c'est un dialogue de sourds parce que, évidemment, celui qui considère que vous devez à tout moment, lorsque vous croyez quelque chose, justifier ce que vous croyez, et apporter toutes les preuves, n'est-ce pas, ne pourront pas admettre que dans certains cas, vous puissiez vous contenter de dire « Ah ben, je me fiche des preuves, du moment que ça me permet d'être heureux, ou que ça me permet d'avoir foi en quelque chose, eh bien, au fond, voilà. » Mais évidemment, vous voyez que ça pose la question de savoir de quel droit est-ce qu'on considère éventuellement que, dans tous les cas, les raisons théoriques doivent l'emporter sur les raisons pratiques. Vous voyez? Bon. Est-ce qu'on peut admettre l'idée qu'il puisse y avoir une certaine justification
à considérer que les raisons pratiques doivent l'emporter sur les raisons théoriques. C'est-à-dire, en clair, qu'on puisse choisir de croire par utilité et non pas au nom du vrai. Par utilité ou par confort ou parce que voilà, ce qui importe, ce n'est pas la connaissance, mais si vous voulez, c'est éventuellement une forme de vie, une forme... vous voyez, donc c'est quelque chose... bon, mais voilà, donc c'est deux positions qui expliquent pourquoi il y a sans arrêt, si vous voulez, des discussions sans fin entre ceux qui parlent en termes de croyances religieuses et ceux qui ne parlent pas en termes de croyances religieuses. À ceci près tout de même, je tiens à dire que la question de la croyance religieuse est une question quand même éminemment complexe, sur laquelle aujourd'hui d'ailleurs il y a des travaux extrêmement intéressants par les philosophes de la connaissance. Il y a toute ce qu'on appelle une épistémologie des croyances religieuses, qui nous conduit peut-être aussi à dire quelques mots là-dessus, à savoir que pour le moment j'ai fait comme si, n'est-ce pas, lorsque l'on connaît quelque chose, nécessairement on a une conception de la vérité et de la justification qui tient la route. Mais encore faut-il s'assurer que nous avons les bonnes justifications. Bon, certains philosophes considèrent que, notamment ceux qui sont assez convaincus par certaines critiques sceptiques, que c'est très très difficile d'avoir de bonnes justifications. Et que peut-être qu'on doit admettre des formes un petit peu, comment vous dire, moins optimales de justification, qui seraient par exemple des formes de garantie simplement. Ou même des formes, comme on dit, d'autorisation épistémique. C'est la traduction, on dit que vous êtes entitled, on dit en anglais, vous avez droit de croire ceci, même si vous n'avez pas une forme de justification pleine et entière, vous pouvez avoir, par exemple, au niveau de la perception, ou même si vous savez que la perception peut vous induire en erreur, en même temps, si vous ne faites pas confiance un minimum à ce que vous percevez, vous ne pouvez pas non plus agir en quoi que ce soit. Donc, il y a peut-être des degrés de la justification qui expliquent que vous devez peut-être, même si votre obsession c'est de connaître quelque chose, en découdre un petit peu, vous voyez, en rabattre un peu sur la justification elle-même. Et vous voyez bien que là, évidemment, un épistémologue des croyances religieuses peut se glisser. Évidemment, il y a toute une série d'auteurs aujourd'hui, je pense à des auteurs comme Swinburne, comme Plantinga, qui pensent que le concept clé, si vous voulez, si on veut continuer à poursuivre un objectif qui a quand même été toujours l'objectif classique dans toute une tradition religieuse, c'est-à-dire fides querens intellectum, c'est-à-dire la foi qui cherche l'intellect, et que un croyant, c'est aussi quelqu'un qui croit à la vérité, puis qui croit que la foi peut avoir quelque chose de rationnel, n'est-ce pas? Bon, donc, évidemment, si vous allez plutôt de ce côté-là, et pas seulement du côté de celui qui considère que la foi, c'est simplement un mode de vie ou une forme, si vous voulez, d'allégeance à quelque chose qui relève d'un autre ordre, si vous êtes en même temps préoccupé par la vérité de votre croyance religieuse, par les garanties, les preuves de l'existence de Dieu, etc., que vous pouvez apporter, n'importe quel croyant est persuadé que ce qu'il dit est vrai. Donc, quelqu'un comment vous dire, d'honnête, un croyant honnête est quelqu'un, à mon avis, qui à un moment donné doit vouloir montrer qu'il y a un certain nombre de garanties à la foi qu'il a. Et c'est justement pour ces raisons qu'un philosophe du nom de Bertrand Russell a non pas décidé, car il dit bien que ce n'était pas une décision, mais a un jour cessé de croire et de croire en Dieu. Écoutez son témoignage, écoutez comment il argumente cette position qui, sur le coup, n'était pas justement le fruit d'une argumentation. Eh bien, il ne peut pas y avoir de raison pratique de croire en ce qui n'est pas vrai. Du moins, je considère cela comme étant tout à fait impossible. Soit une chose est vraie, soit elle ne l'est pas. Si elle est vraie, alors on est bien obligé d'y croire. Sinon, on ne devrait pas. Et dans le cas où on serait incapable de savoir si elle est vraie ou fausse, il faut suspendre son jugement. Mais on ne peut pas, et cela me semble être une profonde malhonnêteté, une profonde trahison pour l'intégrité intellectuelle, que de croire en quelque chose parce que l'on trouve cela utile, et non parce qu'on la pense être vraie. Vous savez, ces règles sont généralement tout à fait fausses, et un grand nombre d'entre elles font généralement plus de mal que de bien. Et les gens seraient probablement capables de trouver une moralité rationnelle à laquelle croire, si vous voulez bien abandonner cette moralité irrationnelle, traditionnelle, taboue qui vient du fond des temps. Je n'ai jamais décidé que je ne voulais plus être un croyant. J'ai décidé, entre l'âge de 15 et 18 ans, j'ai passé presque tout mon temps libre
à réfléchir aux dogmes de la religion chrétienne, en essayant de savoir s'il y avait une raison de croire en elle. Et à l'âge de 18 ans, j'ai choisi de ne lancer pas le pour de bon. C'est en 1959 que Bertrand Russell a accordé cet entretien diffusé sur la BBC. Claudine Tiercelin, lorsqu'il affirme que cela relèverait d'une profonde trahison de l'intégrité intellectuelle que de croire en quelque chose parce que l'on trouve cela utile et non parce qu'on la pense être vraie, est-ce une manière pour Bertrand Russell d'évacuer la dimension pratique de la croyance, de dire qu'au fond, on ne croit qu'en ce qui est vrai, on ne croit pas en quelque chose qui nous sert, y compris à même nous rendre heureux. Oui, il y a plusieurs aspects là encore dans pour comprendre ce que dit Russell, il y a plusieurs points. Là, ce qu'il vise, c'est essentiellement une théorie pragmatiste de la vérité au sens essentiellement jamesien du terme. James n'est cette fois non pas à propos de la volonté de croire, mais de sa conception de la vérité. Certains pragmatistes, pas tous, c'est pas la définition de Peirce notamment, ont eu cette considération sur la vérité en disant ce qui est vrai, c'est ce qui est utile. C'est même la cash value de la croyance. Et évidemment, c'est une absurdité parce que il y a des tas de croyances qui sont vraies, qui sont parfaitement inutiles d'abord. Donc si vous associez le concept d'utilité au concept de vérité, très rapidement vous voyez que ça cloche. Et par ailleurs, effectivement, pour des raisons que je vous ai dites tout à l'heure, par exemple, si une croyance marche, si elle est utile, mais qu'elle n'est pas en accord avec l'état de choses, vous voyez bien qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas dire qu'elle est vraie, n'est-ce pas? Donc il y a une forme de résistance de la réalité dans toute définition de la vérité que vous devez prendre en compte. Même si c'est pas, on ne va pas rentrer dans des distinguos théoriques encore précis sur les théories de la vérité, ça ne signifie pas que votre croyance doit correspondre à ce qui est. Mais vous ne pouvez pas définir la vérité de votre croyance uniquement en termes de cohérence, en termes d'utilité, en termes même de vérification. Mais il faut qu'à un moment donné, vous rencontriez un accord minimal de votre croyance avec ce qui est. Donc c'est ce qui fait dire, c'est le premier point dans la formule de Russell, c'est ce qui fait qu'il dit c'est pas parce que une croyance est utile qu'elle est vraie. Et la deuxième chose importante dans ce texte, pourquoi est-ce que Russell considère qu'il cesse de croire, si vous voulez? Eh bien c'est parce que Russell, et je suis tout à fait de son avis, considère que les grandes réalisations de l'humanité, ce sont celles qui nous ont été léguées par les Lumières, et par les Lumières qui nous ont permis de connaître le monde, de mieux comprendre ce qu'il y avait autour de nous, et donc de nous enlever un certain nombre de préjugés et de superstitions. Et donc, ceci m'amène aux raisons pratiques. C'est au contraire pour une raison éminemment pratique qu'il décide de ne pas croire. Parce qu'il considère, comme tous les philosophes des Lumières, que la seule manière pour un individu d'être libre, eh bien, c'est d'avoir accès au savoir. Et donc, si vous flanchez là-dessus, si vous considérez que vous pouvez être tranquille, apaisé, etc., en oubliant votre obligation à rechercher ce qui est, donc à viser la connaissance, pour des raisons qui tiennent tout simplement au fait que la connaissance, c'est ce qui est public, alors que vos croyances sont toujours plus ou moins privées, n'est-ce pas? Eh bien, vous renoncez à quelque chose de fondamental, qui est au cœur même d'une conception démocratique, à savoir, vous renoncez à cette obligation à faire que le maximum d'individus soient libres. Donc c'est cet idéal de liaison entre le savoir et la liberté, si vous voulez, qui fait que, justement, à un moment donné, vous ne pouvez pas en rester au domaine de la croyance. Que la croyance que vous suivez pour des raisons pratiques, le plus souvent, elle va supposer que vous vous enfermiez quand même avec des individus qui, grosso modo, croient à peu près la même chose que vous. Si, vous voyez, dans des communautés de pensée, d'affect, d'émotions, qui vous font du bien, qui vous font vivre en commun des choses, faire des expériences, mais qui vont peut-être vous séparer de ceux qui ne croient pas comme vous. Vous parlez des religions? Oui. Par définition, à partir du moment où il n'y en a pas qu'une seule.
Lorsqu'on entre dans le domaine des croyances religieuses, on est justement dans le domaine des croyances qui ne sont pas toutes comme possibles. Vous comprenez? Donc, s'il y a des guerres de religion, c'est bien parce que la religion vous place sur le mode d'un registre qui n'est pas public et qui n'est donc pas, mais intrinsèquement, communicable à tous. Vous comprenez? Donc le savoir, c'est encore le meilleur truc qu'on ait trouvé jusqu'à présent pour faire que ce soit quelque chose qui soit partagé par tout le monde, quelle que soit votre ethnie, quelle que soit votre race, quel que soit votre credo religieux. 2 et 2 font 4. Et là, comme dit Orwell, voilà, si 2 et 2 égale 4, j'ai l'essentiel. Il y a d'autres choses aussi Tout est qui peuvent être partagées de manière universelle. Vous parlez de la connaissance de 2 et 2 font 4, mais il y a une dimension plus esthétique ou même artistique, dans laquelle on peut se retrouver, qui relève ni de la croyance ni de la connaissance, mais qui est un mode d'expression public qui permet d'atteindre cette forme de, peut-être, d'universalité. Ah, ça, oui. Mais quand même. Oui, bon, surtout si, comme moi, on pense qu'il y a certaines normes du goût, certaines valeurs esthétiques assez universelles, on peut le penser. Mais enfin, là, vous entrez quand même dans un domaine qui est déjà un petit peu plus trouble, parce que vous allez tomber sur des gens qui vous disent « mais oui, mais quand même la sensibilité esthétique, c'est quelque chose qui intervient, où les standards du goût sont nécessairement relatifs à des cultures, etc. 2 plus 2 égale 4, je pense que ça traverse les frontières, non, vous croyez pas? Oui, mais si on s'en tient à ça, est-ce qu'on ne rate pas toute une partie de l'existence qui est quand même aussi assez sympathique? C'est-à-dire que 2 plus 2 égale 4, si le propre de toutes les discussions que nous avons ensemble, c'est de dire 2 plus 2 égale 4, on ne sait pas, enfin, la vie, si le but est quand même de chercher le bonheur, ça ne nous rend pas tellement plus heureux. Il y a beaucoup d'expériences qu'on ne peut pas faire. Il y a peu de discussions surtout. Mais si, au contraire. C'est justement à partir de ça que les différences peuvent s'illustrer, qu'il y a toujours différentes manières d'appréhender les vérités universelles. Justement, il y a toujours des manières... C'est une éducation de vos dispositions intellectuelles et sensibles à la fois, qui est en jeu. C'est pas... un mathématicien, d'ailleurs, pourra tout à fait vous dire « Ah, mais moi, je construis ma preuve différemment de vous. » Enfin, bon, mais en même temps, vous avez quelque chose sur la base de quoi vous pouvez ensuite, vous voyez, répartir les différentes approches, etc. Non. En quoi? Je pense qu'il faut revenir à l'idée que, d'abord, nous savons beaucoup plus de choses que nous croyons. Beaucoup de choses qu'on sait, contrairement à ce que l'on dit. On sait en général que quand une porte est fermée, elle ne peut pas être ouverte en même temps. Alors, je ne sais pas si ça nous rend heureux, mais enfin, ça permet d'éviter déjà beaucoup de malentendus. Et comme les malentendus sont quand même ce qui nous empoisonne l'existence, je trouve que c'est pas mal. Donc peut-être qu'il faut avoir une sorte de politique minimale, déjà s'entendre sur un fond commun, sur lequel on peut, vous voyez, à partir duquel on peut échanger. Voilà, je pense que... je ne crois pas du tout, je n'ai pas une conception du tout irénique du savoir ou de la communication. Je pense qu'en général, précisément pour les raisons que j'ai dites qui tiennent aux croyances, si les croyances sont, vous voyez, des états mentaux qui vous disposent à agir, on y tient un mordicus. Hein. Bon. Donc c'est toujours conflictuel quand on essaie de dire sa croyance, de montrer que c'est la bonne et celle de mon voisin n'est pas la bonne, et donc on se bagarre pour ça. C'est d'ailleurs enthousiasmant. Mais voilà, je crois que je ne vois pas pourquoi il faudrait considérer que dès lors que l'on s'inscrit dans une forme de rationalité, c'est une rationalité qui est nécessairement tristounette, vous voyez, qui vous empêche d'être heureux. Au contraire, regardez, Aristote considérait que le sommet du bonheur, c'était celui qui vous permettait de parvenir à une vie pleinement épanouie, parce que vous mettiez en harmonie, précisément, votre intellect et votre sensibilité. C'était aussi le premier à dire qu'il y avait un nombre de personnes très restreint qui pouvaient atteindre cette... Ah, je ne suis pas de votre avis, là. Ah non, parce que je crois que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, à condition de bien l'appliquer. Bon, et donc, au contraire, c'est toujours cet idéal du savoir public et démocratique, vous voyez, dont il ne faut pas se départir une seconde. Toujours tabler sur ce qui est communicable
et enseignable, éducable par tous, peut être donné comme éducation à tous. Et justement, c'est possible par l'éducation. On n'a jamais tout donné, et donc tout est dans l'éducation, nos dispositions, de nos croyances, dispositions. Merci en tout cas, Claudine Tiercelin, d'être venue nous éduquer aujourd'hui. Merci au public lillois qui est venu assister à cette discussion. Je renvoie les auditeurs et les spectateurs à votre ouvrage Le Doute en question, qui est reparu dans une nouvelle édition augmentée en 2016 aux éditions de l'Éclat. Et puis bientôt aux éditions ITAC, Osons le savoir. Vous reviendrez en parler, j'espère, à ce micro. Merci à vous. Merci. J'ai juste une phrase à enregistrer pour les besoins de l'émission et après la parole est à vous. Vous pouvez rédiger vos questions dans votre tête. On se retrouve demain pour la suite et fin de cette série sur la croyance enregistrée au Palais des Beaux-Arts de Lille. Demain, une question, comment lutter contre la superstition avec Spinoza et en studio, Ariel Suami. Pas en studio d'ailleurs, pardon. Heureusement qu'on n'est pas en direct. On se retrouve demain pour la suite et fin de cette série sur la croyance enregistrée depuis Lille, depuis le Palais des Beaux-Arts de Lille, à l'occasion du festival Cité Philo. Demain, une question, comment lutter contre la superstition avec Spinoza et avec nous, derrière le micro, Ariel Suami. Voilà, merci. Si vous avez des questions, je ne dis pas il vous suffit de lever la main. Et cette personne plus préposée vient de distribuer les micros. Merci beaucoup pour votre excellente conférence. La différence entre croyance et opinion. Merci. Oui. Alors, la croyance et l'opinion, en un sens, justement, si vous admettez le principe que ce qui vous importe dans la croyance, c'est non pas l'état mental psychologique, mais le contenu de ce que vous croyez, évidemment, la croyance n'est pas distincte de l'opinion au sens premier du terme. C'est d'ailleurs pour ça que dans la définition du Pied-et-Tête, le mot c'est doxa, vous voyez, qu'on traduit indifféremment par croyance ou opinion. À savoir le fait que vous êtes dans un certain état qui vous met en relation avec une forme de représentation, étant entendu que cette représentation, ensuite, vous devez lui apporter des formes de, justement, des conditions de vérité et des conditions de justification. Vous voyez, donc l'opinion, souvent, est présentée comme le plus bas degré de la croyance, parce que c'est ce qui, en général, du moins tel qu'on l'entend souvent dans les cours de terminale ou après, l'opinion, c'est encore la connaissance de bas niveau à laquelle on n'a pas donné, vous voyez, un certain nombre de conditions de vérité, de conditions de justification. Mais ça ne signifie pas que l'opinion ne puisse pas être intéressante. Si vous considérez que l'opinion et la croyance sont des termes interchangeables, ensuite, tout le travail qui consiste à être mené, c'est d'apporter les deux types de conditions, quoi. Mais elles ne sont ni vraies ni fausses, les opinions. Elles sont. Donc il n'y a pas de raison, a priori, de traduire différemment, si vous voulez, opinion ou croyance, à condition de vous spécifier ce que je viens de dire là. Voilà. Merci. Beaucoup de questions, mais quelqu'un a le micro, c'est vous, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai une question, j'ai deux questions. Ça va aller ? Est-ce que vous pouvez lever la main pour qu'on vous ait Merci. Première question, votre prédécesseur au Collège de France, elle avait son dernière année de cours, elle avait... Qui donc, pardon ? Madame Anne Fargo. Oui. Elle avait théorisé ce qu'elle appelle une ontologie de devenir, oui, avec la pensée de Bergson et de Weitel. Qui est un peu à l'opposé de votre pensée, enfin je ne sais pas si je me trompe ou pas. Et deuxième question, c'est un peu plus technique, c'est la discussion entre Clifford et William James. Est-ce qu'on va rapprocher un petit peu les discussions entre Rousseau et Hume? Vous avez 4 heures. Excusez-moi, j'ai pas bien compris le sens de votre question sur l'ontologie du devenir. Vous avez posé votre pensée, disait-il.
À l'opposé de ma pourquoi? Ouais, parce que vous êtes plutôt quelqu'un qui se tient, enfin, tout au moins une métaphysique de la connaissance, alors que chez l'ontologie de devenir, la connaissance est toujours en devenir. Oui, mais... En limite, si vous voulez, je parle de séparation entre Russell et Weitel. C'est un peu ça, je veux dire. Qu'est-ce que vous pensez de Weitel par rapport à Russell? Bon, alors, merci de votre question. Vous savez que Peirce est en fait très proche de Whitehead, donc pour moi, je suis plus peircienne que russellienne. Au moins au sens suivant, c'est que Peirce a développé justement une métaphysique du vague et une métaphysique du devenir, au sens où fait partie un élément très très important de la métaphysique, au sens positif du terme, qu'il essaie de mettre en place, qui s'appelle sa métaphysique scientifique réaliste, c'est de s'appuyer sur la présence dans la réalité de 3 types de catégories, dont ce qu'il appelle la tiercéité, qui est la catégorie justement de l'indétermination, de l'intelligence, du mouvement et du devenir. Donc c'est très proche de Whitehead. Bon, alors, ça se retrouve dans son épistémologie, parce qu'un élément très très important de sa théorie de la connaissance, qui n'est pas justement, mais elle n'est pas vraiment en opposition avec Russell, mais enfin c'est pas un élément important dans la position russellienne, mais c'est ce qu'on appelle le faillibilisme, c'est-à-dire l'idée que précisément, et évidemment ça va de pair avec son ontologie, un principe foncier dans la connaissance, c'est l'idée que toute connaissance est en droit révisable, et donc est faillible. Donc, même si, jusqu'à présent, vous n'avez aucune raison solide de douter de vos croyances, précisément parce que vous n'avez pas rencontré le choc de la réalité, ou parce que les individus avec lesquels vous travaillez ne vous donnent aucune raison valable de douter de vos croyances, ça ne signifie pas qu'elles soient à tout jamais vraies, qu'elles soient à tout jamais sûres. Au contraire, fait partie d'une conception correcte de la connaissance l'idée que toute connaissance est faillible, et donc révisable. Donc d'ailleurs, c'est un point sur lequel Popper a aussi après beaucoup insisté. Donc cet aspect faillibiliste de la connaissance, sur lequel j'insiste moi aussi beaucoup, parce que c'est un élément de ma propre conception de la connaissance que j'entends essentiellement moins, j'en ai pas parlé dans l'exposé pour être pédagogue, mais moi, je crois un élément fondamental de la connaissance, c'est pas trop de partir de croyances, puis des vérités, de justifications, c'est de concevoir la connaissance sur le modèle d'une enquête. Vous voyez? En effet, d'une enquête dans laquelle, en effet, vous mettez en permanence en équilibre des doutes et des croyances. Et puis, pas à pas, vous suivez une méthode, vous apportez des preuves, vous montrez la cohérence de vos croyances, etc. Mais et donc, ça suppose que vous vous appuyez bien sur un certain nombre de croyances que vous n'avez aucune raison solide, je répète, pour les raisons que je viens de dire, de mettre en doute. Mais évidemment, au fur et à mesure que vous allez rencontrer la réalité, que vous allez évidemment, faire travailler vos preuves, que vous allez les soumettre au choc des autres, des opinions, des nouvelles evidences, n'est-ce pas? Vous allez être amené à modifier vos stratégies et vos croyances, à les améliorer, à les réviser, etc. Et donc à avoir un contrôle critique en permanence sur vos croyances. Et donc fait partie évidemment de cette conception, vous l'aurez compris, quelque chose qui n'est pas si éloigné que ça de la position whiteheadienne. Ça c'est le premier point. Le deuxième, vous vous souvenez de la deuxième question? Clifford. Ah oui, Hume et Rousseau, je ne sais pas. Ah non, oui, c'est Clifford James, et après vous me trompez. Je ne sais pas, vous devez être tout calé que moi là-dessus. Enfin. Ce que je pense, c'est que je ne pense pas que Hume et Rousseau auraient pu se retrouver comme Clifford et James dans un truc qui s'appelait Metaphysical Society et discuter comme gentlemen. Ils avaient quand même... Ils étaient tous trop complètement... Enfin, pas le bon gros David, mais Rousseau. C'est le promeneur solitaire, quoi. Comment voulez-vous qu'il confronte ses idées avec le bon gros David? Pas possible. Donc c'est un chameau, ce Rousseau. Clifford et James continuaient à penser qu'ils pouvaient discuter en gentleman. Ce que je crois être le minimum dans une société bien ordonnée et de philosophe. Ça m'en est donné au génie de Rousseau. Hein.
Et la prochaine question. Oui. Bonjour. Alors, oui, C'est pas. oui. Bonjour. Je me permets de vous questionner sur l'actualité, personnellement. Vous nous C'est moi, parliez... Ah, pardon. Désolée. Vous nous parliez d'une forme de remise en question permanente des croyances. Et du coup, je me demandais comment est-ce que du coup vous interprétez l'endoctrinement assez éclair, si je puis dire, de certains Français qui partent en Syrie pour rejoindre Daesh. Comment j'interprète? Oui, parce que vous disiez justement que, si j'ai bien compris, que l'homme avait ce besoin permanent de questionner ses croyances et d'en faire peut-être une connaissance. Mais si j'ai bien compris, dans le cas de Daesh, il n'y a pas vraiment cette remise en question, justement. Oui, je vous remercie de cette question. Moi, je ne vais pas me dérober, mais je crois que ce sur quoi j'ai voulu mettre l'accent, vous voyez, c'est justement sur la prégnance de cet état mental qu'est la croyance, et qui fait que c'est tellement difficile justement de la remettre en cause parce qu'elle suscite un malaise dès qu'on la remet en cause. J'ai beaucoup insisté là-dessus. Et je pense, si vous voulez, que c'est un élément qu'on prend insuffisamment en compte aujourd'hui quand on étudie les phénomènes de radicalisation. Je pense qu'on se fourre le doigt dans l'œil, si je peux me permettre, en s'imaginant qu'il suffirait, au fond, d'amener les individus à développer un sens critique, ou vous voyez, d'être ouverts à d'autres choses pour lutter contre les croyances qui sont les leurs. Je pense que, j'exagère en disant qu'on réfléchit insuffisamment, si Dieu merci, il y a quand même maintenant toute une série d'études sur l'épidémiologie des croyances et sur l'endoctrinement, etc., qui montrent qu'on est beaucoup plus conscient du fait que la croyance n'est pas seulement un état psychologique interne, vous voyez, mais que c'est une disposition inscrite en nous, à agir, liée à l'action, qui explique, qui permet de comprendre mieux, donc en analysant, vous voyez, toutes les causes, les mécanismes externes de l'endoctrinement, et qu'il ne suffit pas certainement d'éduquer un individu à force de coups de... à l'école, on va lui exercer le sens critique, on va l'amener à réfléchir, etc. Évidemment qu'il faut ça, ça suffit certainement pas. Donc il y a donc évidemment tout un travail, il y a du côté de la psychologie, du côté des sciences cognitives, qui nous aident beaucoup actuellement, souvent pour comprendre, vous voyez, justement pourquoi, même au niveau où on n'a pas encore de représentation, de concept, on dispose éventuellement même d'un certain degré minimal de croyance. Étant entendu qu'il faut arriver à l'état méta-représentationnel, c'est-à-dire à être capable d'avoir des croyances sur ces croyances. Ce que seuls, jusqu'à plus ample informés, sont capables les êtres humains, pas les enfants qui n'ont pas encore de concept, de programmation, et pas les primates supérieurs, même s'ils ont déjà une forme vous voyez, de normativité représentationnelle. Ils ont déjà, on peut dire, une certaine croyance, mais ils n'ont pas les concepts. Bon. Ils n'ont pas les concepts et ils n'ont pas la capacité de réfléchir à ce qu'ils croient. Donc, cette capacité méta et représentationnelle. Bon, donc, il est évident que, pour répondre à votre question un peu plus longuement, il faudrait dire qu'il est crucial d'analyser les mécanismes d'endoctrinement en faisant travailler de concert des gens qui travaillent en neurosciences, dans les sciences cognitives, des philosophes, sans aucun doute. Et puis, il faut à un moment donné aussi être capable des éducateurs, bien sûr, mais il faut être à même aussi de comprendre que ce sera certainement un travail épouvantablement long et difficile, pour des raisons qui tiennent justement à ce que j'ai essayé de montrer, à savoir en quoi consiste vraiment le fait de croire, et aussi au fait que, il faut tout de même le dire, il y a une forte incitation. Bon, allez, tant pis, je lâche le morceau. Je ne vais pas enregistrer de toute façon. Il y a quand même une forte incitation dans nos sociétés, aujourd'hui, à faire passer l'idée que nous sommes dans un moment de l'histoire où il n'y a plus de sens. Et que la seule manière de réenchanter le monde, ou de retrouver le sens, c'est surtout pas de s'employer à remettre au goût du jour des exercices de la raison,
mais à s'efforcer de vivre sur le registre de l'émotion partagée et commune. Et donc du religieux. Je pense que, c'est pourquoi j'ai fait un peu de provocation en disant il faut revenir à cette idée que le point de départ, oui, 2 et 2 égale 4. C'est peut-être tristounet, mais c'est la seule quand il faut partir du minimum. Hein. Et après, hop, tout est possible. Mais si on s'imagine qu'on va procéder différemment, et d'abord constituer des petits îlots de vivre ensemble, en allumant des bougies, en se retrouvant dans une communion fatigue, on est cuit. Parce que le sens, je termine, le sens, si vous voulez, on l'a jamais perdu, parce que c'est cette blague. On n'est pas en perte de sens. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? J'ai jamais cru une seconde. L'école, elle est là pour ça, non? Depuis l'école maternelle, on sait qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui a de la valeur. Que les valeurs soient en effet relatives à certains contextes, à certaines cultures, ne signifie pas, ça c'est une leçon que j'ai notamment héritée de Hilary Putnam, que toutes les valeurs se valent, n'est-ce pas? Que nous ne puissions pas introduire de hiérarchie entre les valeurs. Donc il faut, bien entendu, admettre une pluralité de valeurs, etc., être attentif, être tolérant au pluralisme, etc., mais ne pas oublier non plus dans le même temps que toutes les valeurs et toutes les opinions ne se valent pas. Vous avez employé le mot de connaissance de bas niveau. Et puis, je dois vous poser une question. 2 et 2 font 4. C'est une connaissance ou une théorie? Bon, je sais pas, j'ai tendance à penser que c'est une vérité a priori analytique. Mais c'est... Ah bon? Bon, je fais un petit peu encore, j'exagère pour les besoins de la cause, mais vous pouvez évidemment donner une interprétation en philosophie des mathématiques différente d'un énoncé comme 2 plus 2 égale 4. Vous pouvez considérer que c'est un jugement analytique ou un jugement synthétique a priori, ou bien que c'est, comme dirait un intuitionniste, quelque chose qui est le produit d'une démonstration, d'une preuve. Mais quelle que soit l'interprétation que vous allez donner de cet énoncé, vous n'empêcherez pas que 2 et 2 fassent 4. Donc moi je veux bien que ce soit théorique, qu'on puisse l'interpréter de différentes manières, mais ça ne fera pas 5. Et donc de ce point de vue-là, Descartes, Leibniz, vous avez raison. Et sur l'idée de connaissance de bas niveau. Alors, condition de oui, pardonnez-moi, je crois que c'est dans la réponse à madame que j'ai envoyé cette connaissance de bas niveau. C'est pas du tout un énoncé laudatif ou non laudatif, si vous voulez. De bas niveau, c'est-à-dire de premier ordre, premier genre, deuxième genre. De bas niveau, je veux dire par là que c'est encore une connaissance qui n'a pas été, qui n'a pas reçu ces médailles, si vous voulez, au sens où on n'a pas encore été capable de montrer qu'éventuellement, pour dire que c'était des connaissances, les preuves suffisantes avaient été invoquées. Donc on n'a pas encore été en mesure de montrer en quoi ce qu'on connaissait véritablement était d'un niveau supérieur à une simple opinion, à une simple croyance. Et mais ça ne signifie pas qu'on ne soit pas sur la route. Voilà. Je pense qu'en effet, par exemple, vous voyez, au niveau de la perception, il y a une forme déjà de connaissance au niveau de la perception, qui nous permet de faire la distinction entre certaines expériences phénoménales, du rouge, du bleu. Donc, il y a bien un certain savoir. Voilà. Et c'est ce qui faisait dire d'ailleurs aux philosophes du sens commun écossais comme Thomas Reid, vous voyez que finalement, on avait peut-être raison de faire confiance en nos facultés, de partir d'un certain principe de crédulité, par exemple, ou de véracité, qui sont liés, vous voyez, justement, à nos perceptions. Il
faire confiance à nos perceptions. Donc, pourquoi ce serait une connaissance de bas niveau? Tout simplement parce que la perception, ensuite, il faut que nous essayions de montrer que les raisons pour lesquelles, comme nous disons que ce tissu est noir, nous faisons un jugement qui est vrai. C'est-à-dire que ce que nous percevons, notre énoncé perceptif, est fondé, est justifié, s'appuie sur de solides raisons. Nous procédons ensuite à l'examen du jugement. Question suivante, oui. Bonjour, je voudrais revenir sur 2 plus 2 égale 4. Je m'excuse d'avance de la référence. Pierre Desproges a dit dans une chronique une fois que les psychotiques croyaient que 2 et 2 font 5 et étaient parfaitement heureux, et que les névrosés savaient pertinemment que 2 et 2 font 4 et ça les rendait mais totalement malades. Donc, je voulais savoir, est-ce que... Tu avais trop lu des cartes. Oui, exactement. J'ai trop lu des proches. Mais je voulais savoir, est-ce qu'on doit croire que ça fait 5 et rechercher le bonheur? Est-ce qu'on sait que ça fait 4 et on cherche la connaissance? Ou les deux? Ou ça dépend? Comment vous dire, si vous admettez que 2 et 2 égale 4, et que c'est en un sens une forme de vérité analytique, indépendante de l'expérience, en toute rigueur, c'est même pas une connaissance. Il y a une forme de contradiction dans les termes, là encore, à dire que c'est une connaissance. C'est un petit peu comme ce que dit Wittgenstein à propos de la douleur. Quelqu'un qui a mal, s'il dit « je sais que j'ai mal », il fait un énoncé incorrect. Vous voyez? Parce que quand vous avez mal, vous le savez. Donc rajouter « je sais que j'ai mal », ça colle pas. Un énoncé de ce type a un sens seulement pour quelqu'un qui met en doute votre douleur. Vous voyez? Tu dis, comment, mais tu rigoles, tu dis que tu as mal, mais c'est pas vrai. Mais si, je sais que j'ai mal. Ou qui s'interroge sur les causes de sa douleur. Qui se dit, j'ai mal, je sais que j'ai mal aux dents. Mais oui, mais en fait, c'est pas aux dents que j'ai mal, c'est... Vous voyez? Mais il y a quelque chose d'impropre, vous voyez, dans l'idée d'associer ça même à un savoir. Bon. Eh bien, je dirais que 2 et 2 égale 4, quand on dit 2 et 2 égale 4, et je pense que c'est un peu ça que voulaient dire les proches, c'est qu'en effet, le type qui en doute, il est un peu cinglé. Et c'est ce que dit Descartes quand, justement, il met en doute, vous vous souvenez, les vérités mathématiques, quoi. Il dit, il faut quand même que je travaille un peu du chapeau. Si même ces vérités mathématiques, je commence à me dire qu'éventuellement, elles ne tiennent pas la route, quoi. Hein? Ça suppose que Dieu est trompeur, etc. Mais après tout, peut-être que lui me trompe, et que, etc. Voilà. Puis rapidement, il reprend ses esprits. Mais il reprend mal ses esprits, en fait, parce qu'il reprend ses esprits avec 2 arguments bidons. Le premier, c'est qu'il s'imagine qu'il suffit qu'il pense dans son fort intérieur pour être sûr qu'il est. Et comme en même temps, ça marche pas longtemps, parce que je pense, mais quoi, Milou, pour combien de temps? Dans le temps où je pense. Donc j'ai intérêt à aller chercher ailleurs que dans moi, parce que si c'est moi, évidemment, ça peut être pipeau. Donc je vais chercher Dieu. Heureusement, Dieu est là-haut, il nous ramène tout. Et nous ramène tout en plus par quoi? Uniquement par l'examen de mes idées. Vous avez remarqué la première preuve de l'existence de Dieu chez Descartes. Je me souviens que Ferdinand Altier, qui était monsieur qui a dirigé mon mémoire de maîtrise, et qui était absolument formidable, disait toujours, vous vous rendez compte, Descartes, il sort de lui par ses idées. Et alors ça l'épatait, il disait que c'était la preuve la plus originale de l'existence de Dieu, parce qu'en effet, c'est pas, si vous voulez, l'argument cosmologique ou l'argument ontologique, hein, c'est pas la définition de Dieu, c'est il sort par là parce qu'il se rend compte qu'il y a une idée qu'il a qui est tellement grande dans sa réalité formelle, hein, c'est l'argument, que la cause de cette réalité formelle ne peut pas être lui, évidemment, puisque lui, il est une réalité formelle finie. Donc, ces idées ont une réalité nécessairement
Allez. Vous n'avez pas faire du décroche. Voilà. Non, je pense qu'il avait trop lu Descartes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose d'insensé dans l'argument cartésien qui est que, quand même, vous voyez, on justifie finalement la vérité des énoncés mathématiques par une double hypnose, par moi, mon cogito, et puis après par Dieu. Donc heureusement que Leibniz, après, s'est amusé à dire oui, mais bon, il ne faut pas seulement que mes idées soient là, il faut qu'en plus je puisse montrer ensuite qu'elles ne sont pas contradictoires. Donc l'évidence, c'est bien, mais M. Descartes a oublié d'accrocher une lanterne. Donc heureusement, Leibniz est venu après et nous a un peu plus rassurés sur aussi les raisons pour lesquelles ce type de jugement mathématique tient la route. Puis après, Kant a fait son œuvre. Question suivante. Si l'on admet, comme vous nous avez convaincu de le faire, que le but de la vie, c'était de poser la recherche du savoir, d'un savoir partageable, objectivable, d'un bien public qu'est le savoir, et que c'est un processus assez complexe d'ailleurs. Est-ce que cela veut dire qu'il faut renoncer à la quête de la beauté, à la beauté du ciel étoilé, à quelque chose, je pense que c'était aussi filigrane dans une des questions d'Adèle Van Rett, à quelque chose qui tient de la contemplation et qui n'est pas prouvable comme le savoir. En gros, dans la religion, on peut garder les bougies. Viser les bougies. Attendez, moi j'espère que les enfants croient au Père Noël. Hein. Mais vous voyez, merci de cette question. Pourquoi vous voulez opposer ça? La raison pour laquelle, justement, j'ai insisté beaucoup sur la démarche de William James, c'est que j'ai dit, et c'est des choses qui sont très belles aussi que dit Ernest Renan dans ses souvenirs de jeunesse, où il dit, mais le besoin du religieux, mais oui, de toute façon, le type qui s'imagine qu'on va l'enlever, il rêve. Donc, c'est pas la question. Et pourquoi est-ce que vous voudriez opposer ça? Je crois que justement, on souffre énormément de ces clivages qu'on continue de vouloir opérer, vous voyez, entre le type qui s'intéresse au registre de la preuve, à la connaissance, et quelqu'un qui ne peut pas aller au cinéma, qui ne peut pas apprécier un ciel étoilé, etc. Mais pourquoi voulez-vous opposer ça? En quoi est-ce que c'est antithétique? Simplement, si nous parlons, comme vous disiez tout à fait justement, en termes qui doivent être à mon avis les nôtres, étant donné la situation historique épouvantable dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire en termes de responsabilité civique, que nous devons être prioritairement aujourd'hui, je crois, conscients de la nécessité d'œuvrer au bien commun, alors je dis que ça n'est pas possible d'œuvrer au bien commun si nous continuons à dire que la raison c'est tristounet, que la raison ça ne nous donne pas de sens, que ce qu'il faut privilégier c'est d'aller mettre des bougies, etc. Je dis que c'est une catastrophe, qu'on peut continuer à mettre des bougies, mais que si on ne met pas le paquet sur ce que nous avons tous en commun, d'universalisable, de public, alors, en effet, il n'y a aucune chance pour que... voilà, il y a une responsabilité, en effet, qui est la nôtre, je crois, aujourd'hui, et qui fait que, je pense qu'au contraire, il faut se méfier comme la peste des discours qui opposent, vous voyez, hein. Mais de dire ça, ça ne signifie pas non plus qu'il faut accepter l'idée que embrassons-nous Folleville. Dans la dernière partie de votre intervention, vous avez dit les connaissances sont publiques et les croyances sont privées. Mais quand je déambule dans une métropole, je vois des églises, des mosquées, le siège du MEDEF ou du Parti communiste, qui pour moi sont des croyances. Sociales, bien sûr. Donc, oui, monsieur. Non, bien sûr, j'ai dit d'ailleurs aussi, peut-être trop rapidement au début, que j'ai beaucoup insisté sur le fait que, contrairement à
une présentation qu'on donne justement souvent des croyances. Les croyances sont quelque chose qui n'ont de sens que de façon holistique. C'est-à-dire, vous vous souvenez, j'ai dit que la raison pour laquelle, au fond, la méthode de ténacité ne marche jamais longtemps, c'est parce que nos croyances privées rencontrent toujours celles des autres. Bien entendu qu'il y a un aspect collectif de la croyance qui est fondamental. Enfin, Durkheim a beaucoup travaillé sur ces questions-là d'ailleurs aussi. Et puis, enfin, toute une série de gens qui travaillent sur l'aspect holistique de la croyance. Donc, ce que je voulais dire simplement, c'est que si on veut chercher un trait distinctif entre ce qui est de l'ordre du croire et ce qui est de l'ordre du connaître, alors en effet la distinction privée et publique au sens de communicable continue d'être pertinente. Vous voyez. Mais évidemment, je ne voudrais pas dire du tout que les croyances soient quelque chose qui se limite simplement à ce que un tel et un tel va croire. Bien entendu qu'il y a toute une série d'influences, la façon même dont, vous voyez, se répandent de façon épidémiologique les croyances sont un phénomène très intéressant et important qu'on doit prendre en compte. Et c'est quelque chose qui est partagé. Mais le propre justement des croyances du Parti communiste ou d'une religion, c'est que même si évidemment le dialogue est toujours possible, il faut un dialogue. En un sens, vous n'avez pas besoin de dialogue quand vous faites de la science, ou bien quand vous vous placez sur le registre de ce qui est partageable par tous. Vous n'avez pas besoin de dialogue, les choses vont d'elles-mêmes. Vous comprenez ? Ce qui est préoccupant, c'est que si on pense que... Parce que moi, je ne crois pas au dialogue. Je pense que le dialogue, c'est toujours une situation de conflit. C'est de la blague. Pas une conception dynamique de la communication, précisément à cause du statut des croyances. C'est tellement quelque chose qu'on a dans la peau, si vous voulez, que dialoguer. Donc les histoires de Habermas, là. Attendez, parce qu'il nous reste peu de temps et il nous faut encore. On est toujours dans une situation de conflit. Il n'y a pas de dialogue, mais vous pouvez poser des questions. Oui, mais justement. Une dimension irénique du dialogue. Question, madame. Sur une réponse que vous avez faite sur oui, c'est pas vrai qu'il n'y a pas le sens est perdu, vous avez dit il y a l'école pour ça. Êtes-vous sûr que vous savez ce qui se passe actuellement dans l'école? Vu du Collège de France, peut-être que. Voilà, non, mais je dis ça. La parole est à la défense. Non, mais voilà, c'est une espèce d'injonction, etc. Mais pour moi qui connais bien, j'étais enseignant du ma vie, etc. déjà avant. Maintenant, si vous voulez, c'est vrai que l'émotionnel, enfin, le ministre de l'Éducation nationale actuel, un peu comme l'autre, bon, si vous voulez, c'est très bien vu, les bougies, la méditation, de la pleine conscience. La méditation notamment, et je vois que la méditation, ma petite fille a reçu, ses parents ont reçu un bouquin les conduisant en effet à acheter ce machin sur la méditation. Et madame, il y en a plein d'écoles maintenant, comme le chef d'établissement peut inviter qui veut, c'est très à la mode, c'est très tendance. C'est pour ça que j'ai tenu le discours que j'ai tenu. Oui, justement, il ne suffit pas de dire voilà. Merci non, mais vous mesurez pas à quel point. Et ça a commencé bien avant, c'est aussi le discours de l'application qui vient d'Amérique. C'est pour ça que j'ai dit ce que j'avais répondre alors. Bon, premièrement, vous avez raison, je suis du haut de mon Élysée, là, du Collège de France. Bon, je tiens à dire simplement que lorsqu'en l'an 2000, j'ai accepté que ça crée une révolution dans le pays, quand même, dont peut-être certains ici se souviennent, la présidence du jury d'agrégation philosophie, je crois que j'ai donné pas mal de ma personne à l'institution. Pendant 4 ans, j'ai présidé le jury d'agrégation, interne et externe. J'ai moi-même enseigné en lycée un certain nombre d'années avant d'entrer à l'université. De toutes ces époques, je continue à avoir des relations très suivies, parce que tout simplement ça me tient à cœur, avec un certain nombre de professeurs à qui j'ai fait passer l'agrégation, qui sont maintenant au lycée ou dans des situations pires. J'aime autant vous dire que je me tiens au courant. Je me souviens d'ailleurs quand j'étais professeur à l'université de Créteil, nous faisions, c'était M. Planton qui était à ce moment-là recteur,
nous faisions des journées de formation avec les professeurs. Je me souviens qu'un professeur me disait, Madame Piersola, là où vous faites des cours, mais moi je mets un quart d'heure à enlever les écouteurs des oreilles des élèves avant d'arriver à... Bon, je sais très bien, monsieur, ce qui se passe, même si je n'y suis plus, et je sais, mais à un degré qui me désole éperdument, combien ça ne se passe pas bien. Je dirais aussi qu'il y a des endroits où ça se passe très bien. Il ne faut pas non plus exagérer. Il y a des lycées, vous voyez, parce que j'ai des professeurs répartis un peu dans tout le territoire que je suis. Il y a des endroits, dans certains lycées, j'en souviens notamment à Périgueux, là, on me dit, moi ça me c'est très bien, je fais exactement le même cours qu'il y a 30 ans, bon. Mais dans les milieux, il n'y a pas plus de... Mais voilà. Bon. Donc, si vous voulez, il faut quand même aussi, il y a une manière de... Mais je ne sous-estime pas du tout les difficultés, et je ne sous-estime pas non plus la capacité de nuisance de certaines institutions dans l'éducation nationale. C'est une école. C'est une école de lycée. Mais vous avez raison, je pense en effet que... Mais là encore, je crois qu'il faut éviter aussi d'avoir une vision uniquement négative. Vous voyez, je crois qu'il faut vraiment prendre les choses... Bon, mais en revanche, en effet, les directives que l'on a eues dans les années antérieures, notamment sur être attentif à le pédagogisme compassionnel et tout ça, je pense que c'est une qualité. On va prendre une dernière question ici. Merci. Il y a aujourd'hui comme une croyance en l'efficacité comme valeur cardinale, et ne serait-ce pas une forme d'héritage en partie reliée au courant philosophique du pragmatisme? Voilà, comme j'aimerais que vous ayez raison, ce serait génial. Ah, ce serait formidable si seulement on pouvait être un peu plus efficace. Bon, je vous ai dit que c'était William James qui avait dit que la vérité c'était l'efficacité, l'utilité, c'est pas la conception que j'ai de la vérité telle que l'avait énoncée Frère Soussaumont, puisque la vérité pour lui c'était l'opinion finale à laquelle on parviendrait si on arrivait justement à un degré de connaissance tel que vous avez de dire. Bon. Donc, s'imaginer que le pragmatisme c'est uniquement une philosophie de marchand prenant l'efficacité, etc., d'abord c'est inexact, hein, historiquement. Même si c'est passé dans le mot fourre-tout que l'on a sur un pragmatiste, c'est quelqu'un en effet qui veut l'efficacité. Mais là encore, vous voyez, l'efficacité, je l'ai dit un peu comme ça, mais je crois vraiment, j'aimerais bien qu'on soit plus efficace, au sens où j'aimerais mieux qu'en effet, on réussisse à mieux faire le lien, et pourtant en France, on est traditionnellement assez doué pour ça, mais là je crois qu'il y a peut-être quelquefois je sais pas ce qui se passe, à faire le lien entre l'excellence théorique à laquelle on parvient et à la manière dont on fait passer cette excellence, si vous voulez, dans les réalisations, voilà, et dans ce qui est surtout accessible à tous dans ces réalisations. On y arrive bien dans certains domaines des sciences appliquées, quand même, bon, c'est pas si mal. On construit les téléphones, les TGV, on est quand même assez doué. Bon. Voilà. Donc ça vous gêne cette idée d'efficacité Qu'est-ce que ça vous... J'aimerais qu'on crie à part. Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans, cette idée d'efficacité? Ça nous ferait perdre quoi? L'efficacité économique. Mais est-ce que ça nous empêche d'apprécier un ciel étoilé? Est-ce que ça nous empêche d'être amoureux? Est-ce que ça nous empêche de continuer à aimer un livre, même si on nous dit qu'il ne faut plus lire le livre, mais qu'il faut aller simplement s'acheter des Kindle? Moi, je ne crois pas une seconde. Je pense que je ne veux pas sous-estimer. Je travaille en ce moment sur... on auditionne sur les humanités numériques, etc. Je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas des choses extraordinaires qui sont en train de se passer. Hein. Mais là aussi, il
sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être là. En ce qui nous concerne, le dernier enregistrement de l'émission, ce sera donc sur la croyance et la superstition de Spinoza avec Ariel Sueli, donc à 7h30 ici. Merci et à Ça va? Allez, on ne sera jamais seul sur les lits. C'est pas comme ça. La dernière, Je ne sais pas. Voilà, je crois. Donc, il y a